Et aujourd'hui, nous allons faire une sorte d'introspection collective pour nous délivrer, pour nous livrer à notre mémoire commune à travers un pays aux nombreuses contradictions, certes, mais surtout plein de rêves et d'espoir. Recevons donc nos amis et frères Rachid Boujdra et Amin Zawi qui ont tant à nous dire sur leur trajectoire, sur leur errance dans un pays où il y a tant de puissance créatrice, dans un pays qui a tant créé dans le monde littéraire, tant de richesses méconnues peut-être par ce côté de la frontière, hélas. Bienvenue donc à Monsieur Rachid Boujdra. Amin Zawi sera là dans un petit moment. Et merci. Et puis, je voudrais... est-ce que je pourrais vous passer la parole? Normalement, c'est la chronique, mais est-ce que je peux vous passer la parole et puis après, on prend tous les... Comme vous voulez. Hein? C'est vous qui décidez. Allez-y, alors, on y va pour... on vous écoute et puis après... D'abord, je suis content d'être parmi vous. Je suis moi aussi un vieux Marocain, beaucoup plus vieux que certains Marocains ici, parce que je suis venu au Maroc, vivre au Maroc en 70. De 70 à 75, à l'époque où mon pays ne voulait pas de moi à cause de la répudiation, ce premier roman, qui avait fait beaucoup de bruit, aussi bien d'ailleurs en Algérie que dans le monde arabo-musulman. Donc, simplement, je suis chez moi, je suis tout le temps invité. Et donc, j'ai une fille que je vous ai donnée, hein, une fille unique, qui vit à Casablanca, marié un Marocain, qui me l'a enlevé, hein, donc c'est l'enlèvement du Serra au Serra. Et donc, bon, donc c'est un pays qui est pour moi, il n'y a pas de Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Il y a le Maghreb العربي. عندي فكرة vraiment وطيدة بالنسبة لهذا الحلم. ممكن c'est un rêve formidable parce que je me sens partout où je vais dans ces pays-là, c'est comme chez moi. Et je vous dis que nous avons une chose fantastique qui nous relie. Nous avons beaucoup de choses qui ne nous relient pas, mais qui sont fausses. Fausses un peu par le mauvais caractère commun. Et c'est le couscous. Ah oui, ça c'est indécrottable, parce que c'est d'abord un plat berbère. C'est-à-dire ce qui est nos origines. Et l'origine de nos origines, c'est ce couscous-là qui nous relie. Hein, jusqu'à la frontière égyptienne, près, hein, de la Libye. Même, il y a des villages où on fait une sorte de couscous en Égypte. J'étais moi-même, j'ai vu ça. Donc, je veux dire, إذن أشعر بأني في بيتي وبين أناسي وحتى شخوصي ليست شخوص فقط جزائرية وإنما شخوص مغاربية عربية إسلامية بربرية. يعني المشكل تاعنا مشاكلنا نفس الشيء. عندنا في تخلف اقتصادي رغم كل شيء، تخلف ذهني كذلك رغم كل شيء. Nous sommes dans cette même situation. J'ai l'impression, je suis venu de chez vous, de chez la maison de votre frère, et j'ai vu la route, comment les gens conduisent. J'ai vu un mort, un jeune. Oui, oulala, Maintenant. Et donc c'est un peu comme Alger. Un peu, ça ressemble à Alger, ça ressemble à Casa, ça ressemble à Tunis. Et donc, pour dire que je suis content que vous avez certainement, beaucoup d'entre vous, ont lu ce que j'ai écrit. Moi, je ne sais même pas ce que j'ai écrit. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un proverbe hindou qui est très joli, qui dit que si le mille-pattes essaie de comprendre sa démarche, il s'arrête, il se mobilise. Effectivement, si quelqu'un essayait, moi par exemple, j'essaie de comprendre ce que j'écris ou ce que je fais, depuis quand même 55 ans, maintenant, ça fait 55 ans, mes premiers poèmes ont été publiés en 65 à Alger. Pour ne plus rêver déjà, hein, j'ai pas eu tort, parce qu'au fond, le rêve s'est souvent effondré, et là c'est devenu cauchemar parfois.
Et donc, j'ai, comment dire, cette société maghrébine que j'aime beaucoup, qui passionnément, qui fait que je veux qu'elle soit dans le progrès, dans le bonheur, tant il existe, dans cette façon d'être un peu... enfin, nous sommes toujours en train d'admirer les autres et personne ne nous admire finalement. J'aimerais bien qu'on s'admire soi-même. À travers cette littérature quand même j'ai traduit dans 49 pays, c'est quand même, je veux dire, on fait bouger les choses un petit peu. Et bon, par exemple, je viens de Milan, il y a un mois j'étais à Milan parce que l'un de mes romans, Topographie, il est là, Oui. a été mis en scène par la fameuse opéra théâtre de Milan, j'ai oublié le nom, c'est un grand théâtre, l'un des plus grands du monde, qui ont adapté Topographie, parce que Topographie, c'est l'immigration de l'époque, c'est-à-dire nos pères qui partaient en France pour travailler, qu'on a amené d'abord par force, pour faire la guerre, 39-45, et avant 14-18, ensuite qu'on a amené pour travailler dans les usines. Et après, c'est vrai qu'après les indépendances, normalement l'immigration devait cesser, mais elle a continué et même s'est développée beaucoup. Par exemple, l'immigration marocaine, c'est pas très important. Elle s'est développée après les indépendances. Et j'ai écrit ce roman sur un Marocain que j'ai rencontré dans le métro de Paris, واحد vraiment فلاح يعني من شلح من جبل ومسكين ما عارف والو. Il avait, bon, c'est dans le roman. Et comme j'ai un الشلحية والشلحية تاعو تشبه الشلحية ديالي. Donc j'ai pu comprendre qu'il était perdu depuis, c'était vraiment le labyrinthe, la perte dans le labyrinthe métropolitain du métro, et on lui avait écrit, il devait rejoindre, il est arrivé de Marseille sur Paris, et à Paris il devait rejoindre un cousin dans la banlieue parisienne. Il a fait presque une odyssée, 24 heures. J'écris ce roman, et ce roman se retrouve aujourd'hui dans l'actualité de la migration. Une autre, celle-là qui vient comme ça, sans qu'on en ait besoin, sans qu'on lui demande de venir, qui vient un peu presque se venger de ce que quand même ils ont fait. Ils nous ont fait quand même. Ne pas oublier quand même. Et donc, bon, dire donc que la répudiation a été jouée par l'opéra métropolitain de New York en 72. Pendant un an, elle a tourné dans le monde entier en anglais. La répudiation mise en scène par à l'époque un grand metteur en scène qui est mort, américain. Donc nous essayons, peut-être nous on écrit d'abord pour التنفيس. الكتابة لنفسي. أنا أكتب لنفسي. لقجري كما أقول. أو المكان الذي أضع فيه كتبي. إذا يعني ensuite ce phénomène nous échappe. Et ça devient quelque chose, voilà, vous dites, moi j'ai envoyé par la poste mon bouquin, La répudiation, et 48 heures plus tard, le directeur de la maison d'édition de l'époque, Gallimard, parce que j'ai changé entre autres, qui me dit, venez, est-ce que vous avez donné le livre à quelqu'un d'autre, etc. Venez tout de suite demain à 10 heures. J'étais quand même abasourdi, moi je pensais que ça n'allait jamais être pris, que c'était très mauvais, que c'était bon. Et donc nous essayons à la fois, sans faire exprès, hein, on a cette chose on jette cette pierre pour soi-même au fond d'abord, pour se sauver soi-même de ses fantasmes, de ses horreurs, de ses souffrances, de ses douleurs personnelles. Moi c'était l'enfance, que j'ai eu une enfance, je crois, on ne peut pas être artiste d'une façon générale, que ce soit la peinture, la musique ou la littérature, sans la souffrance, sans la douleur. Tout le reste, beaucoup de gens s'essayent à l'art parce qu'ils pensent qu'avec l'art on va devenir célèbre, gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'avoue que j'ai gagné beaucoup d'argent. J'étais scénariste aussi. J'étais scénariste, en plus, premier film que j'écris, la Palme d'Or à Cannes, et donc je suis devenu célèbre, et tous les cinéastes occidentaux, européens, américains voulaient que j'écrive. Bon, donc je me suis enrichi vraiment assez étonnamment. Le premier chèque que j'ai reçu de Gallimard, c'était encore, le livre venait pas encore de sortir. J'ai dit à ma femme qui était avec moi à l'époque, je vivais à Paris, avant de venir à Casa, à Rabat. Et donc pourquoi on me payait? J'étais étonné, je trouvais ça un peu humiliant. C'est bien. Voilà, donc, Elles sont délicieuses je suis méfiant, bah oui, je sais pourquoi. Non, pour dire quand même, je ne pensais pas du tout gagner de l'argent avec ces livres-là, avec ces trucs. J'écrivais, vous avez besoin d'écrire, comme ça j'aimais lire beaucoup, j'étais un gros lecteur, et bon,
Donc voilà, c'est un peu un itinéraire un peu chaotique là, et dire simplement voilà ce que c'est qu'au fond, ça fait grosso modo, on a l'impression que c'est un mythe maintenant, on devient un mythe, on ne sait pas pourquoi. Il y a des thèses sur moi dans le monde entier, il y a des trucs un peu qui nous étonnent de temps en temps quand on parle de moi, je me retourne, qui c'est celui-là, je ne le connais pas. Bon. Donc c'est vrai, c'est très sincère ce que je dis. Et ben voilà, c'est tout, j'ai tout dit. À vous maintenant. Merci beaucoup. La majorité d'étudiants, ce qui est important. Alors peut-être qu'on va passer, Iman. De vous souhaiter la bienvenue, d'avoir accepté d'honorer notre salon de lecture. De plus en plus, on a heureusement la chance et l'opportunité d'accueillir des écrivains non marocains, et ça nous rassure davantage sur la dimension de l'universalité par rapport à l'écriture. Parce que justement, vous en avez parlé tout à l'heure si bien, il n'y a pas de Maroc, Algérie, Tunisie. Au bout d'un moment, il y a une dimension d'universalité qu'il faut que l'homme reconnaisse. Je souhaite revenir sur la notion de frontière géographique qui a tendance généralement à rassurer l'homme qui a peur dans son propre territoire. Alors que normalement, il devrait juste garder en tête que ce n'est ni son territoire, ni le territoire du voisin, mais celui de tous, et que l'enjeu n'est pas de le garder, mais surtout de pouvoir le partager. Donc rien que pour ça, je vous remercie déjà d'avoir mentionné la notion du Maghreb arabe. Donc voilà, merci. Je reviens. Non, il n'est pas. Oui. Donc, en vous. Je vous applaudis pour votre combat pour la liberté. Je vous applaudis pour le combat pour la préservation et la loyauté vis-à-vis de l'histoire, donc d'où votre travail sur les contrebandiers de l'histoire, travail que je trouve personnellement très très rigoureux et humainement loyal, parce que l'histoire elle retrace notre passé et aussi notre lignée transcendante. Et donc je vous remercie de ce travail, je félicite le mystique en vous, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, parce que après quelques documentations, j'ai vu que vous êtes en admiration pour le bouddhisme, et donc, Rasulallah. Vas-y. Donc en admiration pour le bouddhisme, mais encore une fois une universalité qui s'installe. Je vous félicite de dénoncer la falsification de certains faits historiques qui ont servi à des fins individuelles ou à des intérêts personnels, contrairement à ce que tout intellectuel devrait faire, et malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez soulevé des questions dans les années 70 et dans les années 80 qui sont aujourd'hui d'actualité. On se pose la question, est-ce qu'on est retardataire ou est-ce que vous êtes visionnaire? Ça, c'est la première question que je vous pose. La deuxième question que je vous pose, je vous trouve à la fois lyrique, fantasmagorique, époustouflant, audacieux, spirituel, choquant, et j'ai une dimension peut-être... certains pourront être d'accord avec moi et d'autres non, mais je pense que vous êtes à la fois responsable et responsabilisant. Vous assumez votre responsabilité par rapport à beaucoup de points dans vos écrits, mais en même temps vous responsabilisez d'autres parties prenantes, des individus, des institutions, et c'est la deuxième question. Qu'est-ce que, si vous deviez pointer du doigt quelqu'un ou une institution, c'est qui que vous allez pointer et pourquoi? Et je vous remercie. Non, parce que je pense que la société, hein, chez nous, chez la nôtre, au Maghreb, disons, restant en bon, moi c'est l'Afrique aussi quand même, c'est quand même bon, le sous-développement est terrible, terrible, et dans les mentalités, vous êtes une femme et vous le savez mieux que moi, donc dans les mentalités, c'est très, souvent on critique les pouvoirs, c'est vrai, il faut. Je l'ai toujours fait depuis 65. Cependant, il faut aussi nous-mêmes nous regarder. On a un peu chez les intellectuels une sorte de mauvaise conscience qui devient de la mauvaise foi.
C'est quoi? C'est de penser que le peuple il est magnifique, il est blanc, il est formidable. Non, non. Le peuple n'est pas ni formidable, ni les pouvoirs ne sont formidables, ni les peuples ne le sont. C'est-à-dire qu'il y a des peuples, il y a des trucs. Mais dans l'actualité d'aujourd'hui ou d'hier, elle est pour moi la même chose, malgré c'est les choses, c'est les points de vue ou les angles qui sont différents maintenant. Mais la vraie chose est toujours la même. C'est-à-dire quand même, il y a un problème de sous-développement en général, qui est à la fois mental, l'archaïsme, et là, c'est dans toutes, femmes et hommes maghrébins, hein, il y a tous, même les femmes ont. Là. Parfois, les femmes peuvent être les pires ennemis des femmes, vous le savez aussi. Donc, alors, je ne sais pas, je ne pense pas, moi je ne suis pas visionnaire du tout, j'ai une conscience politique d'abord, et une conscience, je dis, poétique, les deux. Les deux ont fait que, par mon histoire, par ma rébellion depuis que je suis enfant, j'ai refusé ce monde tel qu'il était et je l'ai dénoncé. Et c'est tout. Et parce que je l'ai dénoncé, il s'est trouvé presque par hasard que j'ai coïncidé avec quelque chose qui était quand même important. Et c'est ma fascination pour l'histoire aussi. Depuis que j'étais gamin, j'ai eu de très bons professeurs d'histoire. J'ai fait mes études secondaires en Tunisie. À l'époque, on ne pouvait pas apprendre l'arabe. On n'enseignait pas l'arabe en Algérie. Donc, il n'y avait pas العربية. ما كانش ممنوع يعني. تعلمت العربية في البيت يعني في الدار في المنزل مع الأب ومع كانوا معلمين مناضلين يجوا عند الناس يقرروا بالعربية خفية سرا clandestinement. وبعد quand j'ai eu je suis arrivé au niveau pour passer le concours, il y avait ce concours français pour les Marocains, les Tunisiens et les Algériens d'aller dans ce collège Sadiki, ce qu'on appelle le collège Sadiki, qui est d'origine turque en fait, qui était un peu un collège d'élite militaire. Quand la France est venue, elle en a fait un collège d'élite pour former ses cadres moyens maghrébins. Mais c'était bilingue parfaitement. Tout était enseigné en arabe et en français. Les sciences, les maths, tout était arabe, français et en langue ancienne obligatoire, latin, grec. C'était fantastique. Il n'y avait pas branche lettres, branche maths, tout était maths et lettres ensemble. C'était formidable. Une formation. Et j'ai eu donc des profs d'histoire marocains, algériens, tunisiens, extraordinaires. Des agrégés à l'époque d'histoire, ils étaient rares. Hein. Et ils étaient formidables. C'était souvent nationalistes, bien sûr. C'était les époques des indépendants. Les indépendances commençaient à s'organiser pour se battre. Et donc cette passion-là, voir... moi, je suis d'une région martyre par rapport à la colonisation, je suis des Aurès, et les Aurès ont été, avant même la guerre d'indépendance, ont été bombardés, ont été terriblement, les gens appauvris misérablement, les récoltes brûlées, etc., par les militaires, bien après l'occupation de l'Algérie. Bon, donc il y avait cette conscience, cette douleur, qui se retrouvait par une douleur intérieure, intime, personnelle, avec le rapport à ma mère. La femme battue, la femme répudiée, la répudiation. Et donc je ne suis pas du tout visionnaire. Simplement, à un moment donné, j'ai dit des choses qui existaient, qui étaient là, que les gens, par exemple, quelqu'un comme Chraïb, marocain, comme Dib, algérien, il s'approchait de ces choses-là, mais il n'allait pas trop loin. La fameuse trilogie, Al-Thalouth, Al-Muharram, était interdite chez Dib comme chez Chraïb. Il n'y avait pas le corps, par exemple. Il n'y avait pas le corps, il n'y avait pas de rapport sexuel, il n'y avait pas d'obsession sexuelle. Il n'y avait pas tout le côté dégoûtant de l'être humain. C'est vrai que moi, je me fiche complètement alors, de l'homme maghrébin dans ce cas-là. C'est vraiment l'homme en général, parce qu'il est malheureux, parce qu'il a une conscience douloureuse. Et s'il n'est pas conscience douloureuse, il est idiot. Dans tous les cas où il est conscience douloureuse. Et c'est difficile à supporter, ou il n'est pas du tout, il est idiot. Il s'en fout, il est indifférent, il est égoïste, etc. Donc ça c'est la première question, c'est un peu long, je répondrai plus brièvement. La deuxième, donc c'était un peu... Si vous deviez pointer du doigt non, tout le monde est responsable. Nous sommes tous coupables. Nous sommes, à mon sens, tous coupables de ce qui est là, de ce qui n'est pas là, etc. Tous. Une dernière question, enfin, pour cette première partie. Après, je cède la parole. Yallah. Dans votre formation, alors, vous avez une agrégation en philosophie, en mathématiques, et puis par la suite, on vous a octroyé un diplôme de psychothérapie. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout ce mélange? Non, je n'ai pas de diplôme de psychothérapie. C'est ma femme qui est psychothérapeute. Certificat de psychothérapie.
Non, non. On a en philosophie un certificat de psychologie. Automatique. Automatique. Qui faisait partie, je ne sais plus maintenant, j'ai complètement changé la philosophie, l'enseignement de la philosophie, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Maghreb. Je vois les programmes. On faisait par exemple, on avait un certificat de logique en philosophie. Très très compliqué, de mathématiques pures. Enfin. C'est comme ça que j'ai fait après une licence de maths, parce que j'avais automatiquement, avec ma licence de philo, j'avais les deux, ce qu'on appelle la prépolitique maths, je ne faisais pas, j'avais pas besoin. Et avec le certificat de logique, hein, du coup, il me manquait que deux certificats. Donc, je les ai fait en un an. C'est vraiment simple. Et c'est très proche. Souvent, on dit, ah, les maths et la philo, ça n'a rien à voir. Si, très à voir. Très à voir. Très à voir. Ouais. Voilà, c'est bon. Merci. Merci. Très heureux de vous accueillir. Ça va être un plaisir de vous écouter. Je voulais juste vous poser une question. Vous avez commencé pendant des années à écrire en français. Et puis, vous êtes passé à l'arabe. Vous écrivez aussi en arabe. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que c'est la politique qui a fait que? Est-ce que c'est les changements qu'il y a eu en Algérie? Ou bien est-ce que vous avez voulu vous-même? Parce que vous avez traduit aussi. Il y a des œuvres en français à vous, vous avez traduit en arabe. Et d'autres, vous avez écrit directement en arabe. Non, oui, c'est une question, il n'y a pas de problème. Non. J'ai commencé à écrire le premier roman. J'avais deux problèmes. Le premier, c'était le lectorat. المقروءية كانت فرنسية. العربية ما كانتش موجودة خلاص هناك في المغرب ولا في تونس كانت موجودة. Les élites marocaines et tunisiennes étaient bilingues. Souvent parfaitement bilingues. Pas chez nous. Pas chez nous. Et donc, moi, j'y pensais un peu dans le mouvement. Dans ma tête, comme ça, toucher le plus de gens, donc la majorité étant francophone, j'ai écrit d'autant plus que quand même, la répudiation ou les autres romans sont des textes quand même, pour moi, bon, c'est pas moi qui ai inventé ce système ni cette technique, je l'ai prise chez les maîtres, que j'admire encore aujourd'hui évidemment, vous le savez, Proust, Malraux, oui j'aime bien la condition humaine, non. Mais je pense surtout à Faulkner, et puis le nouveau roman français, c'est vrai vraiment qui m'a beaucoup marqué, et surtout Les Mille et Nuits par exemple. Les Mille et Nuits ça a formé le nouveau roman contemporain, et ça par la reconnaissance même des gens comme Proust qui disaient que c'était son livre de chevet. Goethe disait, l'allemand, le poète allemand, disait que c'était le premier livre de l'humanité, le premier roman de l'humanité, ainsi de suite. Donc, il veut dire que c'est cette complexité du monde. Les gens disent, mais pourquoi c'est compliqué? C'est pas... Parce que la vie est compliquée. Les choses ne sont pas simples du tout. Hein? Et donc, je ne les complique pas. Donc, pour répondre à votre question, non, j'ai écrit vraiment parce que je pensais à mon lectorat algérien d'ailleurs. C'est comme l'époque... on venait d'être indépendant, je suis rentré au Parti communiste après avoir été à FLN quand même, et longtemps, et à LN même, je suis monté au Maquis très jeune, donc il y avait, bon, et puis voilà que, entre-temps, l'Algérie s'arabise, et l'élite devient arabophone. Et l'élite de gauche était arabophone, parce que c'était des pauvres, des paysans, des gens comme ça qui sont venus dans les villes, de rentrer à l'université après le bac, et qui se sont emparés de la culture en Algérie, qui était entre les mains des francophones. Et donc du coup, je me suis dit, moi, franchement, بيناتنا يعني أنا أفضل الكتاب العربي على الكتاب الفرنسي. C'est celle de ma mère, parce que ma mère est chaoui, mais elle parlait l'arabe aussi. تصلي بالعربية كانت الله يرحمها ماتت. Donc elle faisait ses prières en arabe, تفسر القرآن بالعربية. إذن أنا وكنت عند طفاحة الأساتذة في اللغة العربية في تونس pour le lycée. J'étais entre les mains de Messaadi, j'ai eu professeur. J'ai eu professeur d'arabe au Messaadi. C'est quelque chose. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, non, vraiment, et surtout avec cette idée de déranger le roman arabe qui existe au Moyen-Orient. Qui n'est pas, franchement, moi je pense, ils n'ont pas de romanciers. Ils ont des poètes. Ils ont de grands poètes. Adonis, c'est un grand poète. Il y a eu Delouiche, les Palestiniens et compagnie. C'est vraiment, ils ont de grands poètes. Ils ont peut-être de bons nouvellistes, les Égyptiens surtout. Mais ils n'ont pas de romanciers dans le sens occidental du terme, parce que le roman est occidental. Il a été inventé par les Occidentaux, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc je suis passé par... Najib Mahfouz, vous le considérez pas? Non, c'est un conteur.
Non, là, c'est un conteur. Il n'y a ni style, ni la vie est simple chez c'est un long fleuve tranquille. Le seul roman que j'aime bien de نجيب محفوظ c'est ثرثرة فوق النيل. لأول مرة فوق النيل، لأول مرة يعني تدخل في السياسة نوعا ما، وتدخل حتى في يعني في الطريقة الفلسفية أو في الطريقة النفسية. Il y avait un côté comme ça qui est un peu intéressant. Donc pour moi, non, il n'y a pas de... Et c'est quand même les Maghrébins qui ont, quand ils se sont mis à écrire en arabe, qui ont donné vraiment le roman arabe contemporain, très près, avec les qualités du roman occidental, qui est vraiment quand même à l'origine de la chose. Voilà comment je suis passé à l'arabe. C'est ma langue, c'est une langue que je considère plus charnelle, peut-être, je sais pas, que le français, même si les gens francophones disent que la langue française est sublime, mais elle l'est. Seulement, je crois que l'arabe est une langue du corps, de la chair, de l'érotisme. Bon. Il y en a... Vous avez dit que les arabes, on se rend compte que vous étiez contre, que vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, ces printemps arabes n'ont servi à rien. Non, j'étais contre au départ. J'étais contre au départ, je suis toujours contre. Le mot printemps a été créé par les Américains et les Français, et les Occidentaux, au moment du printemps de Prague, par anticommunisme par rapport à l'Union soviétique à l'époque. Et ce mot-là est devenu un mot tiroir, un mot miracle. Tout le monde, hop, printemps, printemps, c'était pas des printemps. Ce qui s'est passé en Égypte, par exemple, avec Moubarak et après avec Sisi, ça a été un carnage. Un carnage. Donc, il n'y a pas de... pour moi, comment c'est la question, c'était... là. Oui, donc j'ai pensé, une révolution a besoin d'abord d'une idéologie, elle a besoin d'un chef, elle a besoin d'une organisation. C'est pas comme ça, les gens sortent dans la rue en Algérie, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Le social n'est pas du tout là, on ne le voit pas. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas un petit drapeau rouge comme ça. Tout petit. On n'a que le drapeau algérien, la démocratie. C'est quoi la démocratie? Alors qu'on le matakul, ça ne se mange pas la démocratie. On a besoin de la liberté. Moi, je considère que nous avons beaucoup de liberté. Vous savez, je vais vous donner un exemple comme ça. Lorsque j'ai sorti le premier roman, justement, en arabe, le roman, le démantèlement. Lorsque je l'ai sorti donc chez Gallimard, j'avais un directeur littéraire, si on peut dire. Je ne voyais pas le grand patron qui était Claude Gallimard à l'époque, la famille Gallimard. Et lorsque le patron, Claude Gallimard, a lu le roman, il a dit il voulait me voir, on a déjeuné ensemble, et il m'a dit, vous avez sorti ce roman en arabe en Algérie. J'ai dit oui. Et il m'a dit, moi, j'hésite à le publier. Tellement il est violent, érotiquement, politiquement, etc. Donc, ce qu'on appelle Thalouf, hein, et religieusement aussi. Donc, il m'a dit, j'hésite. Bon, je vais le faire, bien sûr, il l'a fait. Donc, il y a cette chose-là, ce problème. Parce que vous-même, vous avez quand même échappé pratiquement... Mais j'ai une petite question concernant la technique de l'écriture. Parce que vous avez dit que vous êtes mathématicien, quel est le rapport des mathématiques dans la création de vos romans? Première question. Ou le rapport littérature. Deuxième petite question, est-ce qu'on ne trouve pas de réécriture dans vos romans, comme vous allez écrire en arabe, en français, ce qu'on appelle évidemment le palimpseste? Oui. Bon, je commence par la deuxième question. Évidemment, je le revendique, le palimpseste, c'est fantastique. Ouais. C'est pas moi qui l'ai. Simplement, Proust l'a fait. Ça m'a beaucoup plu et je l'ai récupéré. Comme j'ai récupéré un certain nombre de choses chez Faulkner ou chez les écrivains que j'aime beaucoup. Quant au rapport, c'est le problème de c'est le problème de la structure du roman. Voilà le problème, pour moi, le problème du roman arabe, c'est qu'il n'y a pas de structure. De vraie structure. Complexe, qui reflète, non pas comme ça, justement parce que j'ai fait des mathématiques, donc je vais montrer comment je suis mathématicien ou pas, c'est pas du tout le problème. Mais c'est que la structure complexe d'un roman qui reflète la structure complexe de la vie, tout court, tout simplement. Et effectivement, les mathématiques, dans un de mes romans, j'ai même inventé une équation insoluble.
Bon, et c'est dans Ma'arak Zouqa, donc c'était la prise de Gibraltar en français. Et c'est en même temps parce qu'il y a, en mathématiques, moi je sais que c'est un jeu. Les mathématiques, j'ai enseigné les mathématiques dans un lycée d'abord, bon, et la philo à Alger. Et je voyais avec je faisais la philo avec les terminales et les maths avec les 6e, 5e. Ouais. C'est très chouette avec les enfants. Les enfants sont mathématiciens. Et il y a un rapport de jeu en mathématiques, en géométrie, la structure, le problème de la structure. Donc c'est vraiment, ça pour la première question, je suis absolument d'accord. Il n'est pas l'impseste, oui, et j'écris, et je revendique, et l'intertextualité, et ma textualité, intra. L'intra, il y a l'inter et l'intra. Je prends les textes des autres et je les mets en exergue, parce que aussi, écrire, lire un roman, c'est apprendre aussi. Moi j'apprends, je découvre avec les autres, j'ai découvert cette histoire d'écriture, par exemple. Bien avant, j'étais jeune, j'ai découvert Dos Passos en allant aux États-Unis pendant la guerre. J'étais blessé, bon, j'ai tout un itinéraire Union soviétique, États-Unis, et j'ai découvert Dos Passos. Tout le monde parlait de Dos Passos, j'avais 19 ans. Et donc j'ai lu Dos Passos, et je tombais. Comment Dos Passos récupérait les titres de la presse américaine, tel quel, le New York Times ou le Times, etc. Et donc, d'où cette intertextualité, et ça donne des champs de trucs, à la limite, c'est-à-dire, un roman, c'est pas seulement, pour moi je dis, المتعة أولا وقبل كل شيء. الرواية يعني تتميز ب يعني إرادة المتعة، أنه واحد ينقل المتعة من مكان إلى مكان أو من نفسه إلى آخر أو من القارئ إلى الكاتب والعكس. Donc c'est important, parce que c'est un jeu la littérature. Et donc ce jeu se réalise particulièrement avec la poétique. Hein? Aussi, ça je ne l'ai pas inventé. C'est marrant, on a dit pourquoi Boujdra fait ça, pourquoi. Mais Boujdra, moi j'ai fait rien, j'ai copié les autres. Voilà, j'ai imité. Et l'écrivain qui n'imite pas, et qui revendique ses maîtres. Voilà ce que, absolument au Maghreb, personne ne revendique ses maîtres, autant que moi. C'est que, et je dis oui, vous avez parlé de palimpseste, ça me plaît énormément, parce que ça a commencé bien avant mes maîtres. C'est très bien avant. Et donc, dans la civilisation vraiment primaire, hein, primitive, etc. Et donc, tout ça, c'est, je dis, la structure. Dans la poétique, il y a un problème de structure. La langue, le problème comment on joue avec la langue, comment on tamzir et l'horaire, presque tamzir. Et ça donne, moi je ne me parle pas de mes romans, là, des romans des autres qui m'ont ébloui, qui me hantent encore aujourd'hui, que je lis et que je relis. Je n'arrête pas de lire Proust et Faulkner, je n'arrête pas. Et il y a des choses nouvelles, je lis les nouvelles choses. Mais je suis obsédé par cette technique complexe chez Faulkner, par exemple, à partir de les trucs parentels des parents, comme ça, de l'héritage chez Faulkner, c'est d'une complexité incroyable. Et c'est là. C'est ce que tu voulais dire. Vas-y, on t'écoute. Si je peux, même si j'ai... Et pour reprendre un peu là où vous êtes arrêté, donc par rapport à l'utilisation de ce que font les autres, Faulkner disait justement qu'un auteur n'a ni... Enfin, comme ça, je cite pas textuellement, pas avec précision, mais n'a ni foi ni loi, en ce sens qu'il se sert, qu'il vole un peu partout. Picasso a écrit Picasso a fait des correspondances sur ce sujet avec Matisse. Oui, je vole et je viole et je prends. Et il vous emmerde. Picasso, mais il a dit, à force d'imiter les autres, j'ai fini par trouver mon style. C'est génial. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai fait moi, sans avoir évidemment le génie de Picasso, parce que ça, comme vous avez parlé de Picasso, c'est vraiment un génie inexplicable. Picasso, on ne sait pas pourquoi. On dit que j'agonise par William Faulkner. Peut-être, parce que justement, la première fois qu'on me le dit, mais c'est un honneur. Si c'est le cas, c'est un honneur, madame. Mais parce que justement, cette obsession avec le... le problème du sang. Chez Faulkner et chez moi. Le problème justement moi j'ai un problème du sang avec moi-même, avec ma personne, et j'ai trouvé chez Faulkner un réseau. Justement Candy Thompson, voilà, Quentin Thompson avec Candace Thompson, et on retrouve un peu toute cette structure, et un peu cette obscénité du langage, cette provocation, je veux dire à la limite
comme si c'était fait exprès pour choquer, et tout ça justement pour un petit peu secouer les consciences Vraiment, endormies. c'est pas fait exprès. Remettre, non, c'est pas fait. Non, c'est pas fait du tout. exprès. C'est vraiment chez moi, je suis un passionné. Il faut que je m'en débarrasse. Sinon, je meurs, je me suicide. Et donc, il y a une passion des choses, une passion de l'écriture que j'ai été influencé par Faulkner, comme vous dites, et en particulier ce roman que vous avez cité, c'est vraiment pour moi le meilleur de Faulkner. C'est vraiment vrai. Mais cependant, j'avais mes obsessions qui ont rencontré celles de Faulkner et qui m'ont renforcé. Mais ce qu'il n'y a pas chez Faulkner, le background arabo-musulman et berbéro-arabo-musulman, qu'à Boujdra, à partir justement de Mille et Une Nuits, entre autres. Où là, mais Faulkner était un grand lecteur des Mille et Une Nuits. oui, absolument. Mais oui, d'accord, non, mais c'est pas son patrimoine. Excusez-moi. C'est pas son patrimoine. C'est pas son patrimoine. Alors qu'il faut... C'est l'occasion peut-être de mettre en crise, de critiquer la notion de ce qui nous appartient, de ce qui nous appartient proprement. La question de la particularité, cette littérature maghrébine, est-ce que les Mille et Une Nuits, Don Quichotte, tout ça, ça appartient entre guillemets à un universel. C'est à partir de cet universel que l'écriture, justement c'est pourquoi je voulais vous poser la question sur comment vous passez du français à ce travail censé être fait sur la langue arabe pour faire exploser cette structure qu'on reproche à nos sociétés, qui est retardataire, qui est tout ça. C'est parce qu'on puise de cet universalisme dans les Mille et Une Nuits et un pilier, avec d'autres textes, qui est fondatrice. Ces textes-là, tous ces textes-là sont les fondements de ce que nous voulons faire pour faire bénéficier ce retard historique qui est le nôtre, notre mémoire collective, pour la faire bénéficier de cet acquis international. Tant qu'on reste dans une particularité, ça il nous est juste propre et propre à nous, que ce soit, même quand on élargit au berbère ou je ne sais pas quoi, c'est toujours une particularité. Tant qu'on ne s'inscrit pas corps et âme dans cet universalisme, il y aura toujours un petit peu Mais de on est inscrit. Moi, je revendique. Même politiquement, il faut que je m'en débarrasse. Sinon, je meurs, je me suicide. Et donc, il y a une passion des choses, une passion de l'écriture que j'ai été influencé par Faulkner, comme vous dites, et en particulier ce roman que vous avez cité, c'est vraiment pour moi le meilleur de Faulkner. C'est vraiment vrai. Mais cependant, j'avais mes obsessions qui ont rencontré celles de Faulkner et qui m'ont renforcé. Mais ce qu'il n'y a pas chez Faulkner, le background arabo-musulman et berbéro-arabo-musulman, qu'à Boujdra, à partir justement de Mille et Une Nuits, entre autres. Où là, mais Faulkner était un grand lecteur des Mille et Une Nuits. oui, absolument. Mais oui, d'accord, non, mais c'est pas son patrimoine. Excusez-moi. C'est pas son patrimoine. C'est pas son patrimoine. Alors qu'il vaut ma compassion. Comme moi, je vaux la compassion de l'autre. Et donc, pas le prof de philosophie m'a insufflé, ça, c'est un rapport particulier au général. Nous avons ce concept-là, et c'est ça ce que je fais beaucoup dans mes romans. Le concept du particulier, du très très particulier, vers le très très grand général. Hein, c'est comme le zoom, quand on se sauve comme ça. J'ai écrit beaucoup de scénarios, je parle souvent en technique d'écriture, scénario. On ouvre le zoom, on le ferme complètement sur un point presque minuscule, une mouche sur une table. Juste la mouche. Si vous le permettez, juste vous, et sur Faulkner, en disant Boujdra et Faulkner, deux écrivains universels du timbre de poste de la terre natale. Absolument. Le timbre de poste, c'est bien sûr, c'est en reprenant cette idée de... Voilà. c'est dommage qu'on lise pas ce texte qui sort. C'est justement partir du particulier vers l'universel, donc le timbre particulier. Et c'est... Et sur lequel il est ah oui, mais c'est vrai, il a pris un nom d'emprunt, mais c'est vrai, c'est la petite ville dans laquelle il est né, où il a souffert, où il a vécu, où il est devenu alcoolique.
avec des parents alcooliques, enfin une mère alcoolique. Je connais la vie de Faulkner par cœur. Et ça me fait plaisir que vous parliez de cette relation. Ça fait plaisir. S'il vous plaît, si je peux me permettre de prendre une seule question de Jamila, parce qu'il faut qu'on passe à M. Amin Saoui. T'as le procédé. ترحب بالاستاذ بوشرة، وبما انك كتحب تكتب بالعربيه سؤالي سيكون باللغه العربيه. في بعض الانتقادات او المقالات التي كتبت حول كتاباتك يقال عنك انك عندك اسلوب التكرار واعاده نفس الشيء، نفس الافكار، نفس الاحداث في كتبك، حتى لقبت بالاسطوره النرجسيه البوجدريه. دونك سؤالي لك هو هل تعمدت هذا المنهج في كتاباتك ام اتى ذلك بالصدفه، وربما بالصدفه لان في جوابك على الوقت ليس بالصدفه اظن ذلك. هل تعمدت هذا المنهج في كتاباتك ام اتى ذلك بالصدفه، علما انك تقول دائما انك تحب ان تضرب على راس القارئ، بمعنى انك وديت j'aime matraquer le public. Donc, est-ce que vous matraquer, c'est pas voilà. C'est pas la traduction n'est pas bonne. On parle de matraquer. D'abord matraquer, c'est pas fait avec une matraque, mais bon, c'est avec الاستمرار. طبعا انت عنده تعنت، وكذلك يعني فيه صدفه كثير. تاتي الصدفه بدون كما عندما بدات قلت انا قضيه المثال الهندي حول الحشره الصغيره الميلبات، إذا كان حبت تعرف كيفاش تمشي ما تقدرش تمشي تحبس. Donc c'est ça où il y a quand même une partie فيه جزء ما الأستاذة معربة عربية فرنسية انجليزي قضية الآلاف. أنا فقط أنتهي هذا الجواب وأخذ الكلمة الأخ ابني زاوي ابني كان أخي الصغير الآن أصبح ابني. إذا القضية هي أنه يعني فيها لأنه عند الكتابة يعني أنا في الإنسان يكون في نوع من الوضعية الخاصة نفسية مرضية carrément malade. De folie, on sort. C'est sorti de soi-même. Parce que quand vous avez défini l'expression, c'est exprimer le latin. C'est vraiment tordre une serviette mouillée, un tissu mouillé. Mais là aussi, il y a. Oui, tordre. Et c'est ce qu'on fait. Et quand on est dans un état second, في حالة خاصة يعني نوع من الجنون اللطيف صراحة. إذا فيه تعنت وفيه كذلك صدفة أحيانا صدفة يعني تتغلب علي صراحة. ولكن هذه هي الرواية يعني لأنه الرواية إذا كان ما هيش يعني تقدم مشاكل يعني وجهات نظر مختلفة، وفيه نقد ضدي أنا ونقد معايا كثير يعني مخلطة. يعني تشوف النقد اللبناني هو أحسن نقد عربي في الرواية. يعني شو كم كتب أمين يعرف الشيء هذا. النقاد اللبنانيين أكبر النقاد اللبنانيين حول بوجدة ورواية بوجدة، يعني شيء رائع روعة الروائع. إذا ما لم يفعله المغاربة يعني ما عندناش قدرة ما عندناش نقد بمعنى عندنا الآن الصحافة هي تنتقد الكتب، هي تقرأ الكتب وتكتب عليهم. ما عندناش احنا في الجزائر مثلا ناقد معروف يعني ناقد خاص اختصاصي في النقد الأدبي. ما عندناش. عندنا صحافي مهتم بالسياسة ويهتم بالرياضة ويهتم كذلك بالأدب. تخرج رواية تاع بوجدر الأمين الزاوي يقراها ويكتب عليها نص معها ولا ضدها طبعا نورمال. دونك يعني كان كثير من النزاهة عندي في الكتابة، وأظن أن الكاتب النزيه يكون ما عندوش نزاهة ما يقدرش يحرك الشيء كما أنا حركت يعني على كل حال بدون والنرجسة كما تكلمت عليها مدام. طبعا بدون نرجسة ما في حياتية. طبعا انتباه يعني شوفي الفنان اللي يقول لك أنا لست نرجسي، لست الفنان الذي يقول أنه ليس نرجسي فهو كاذب صراحة. نصوم دابا نصوم توس كلنا نرجسيين نحبوا بعضنا ونشوفوا روحنا في المرايا كل صباح كل صباح تشوف انتم نساء سورتو المكياج وعاود هذه سي صح ولا؟ بقى الراجل كذلك يحلق يعني حتى هو يشوف على روحه ويكحي على روحه ويدير هكا.
Mais c'est un hasard ou ça. Et sans ça, on ne fait pas de littérature. On fait une sorte de soupe. Quand je ne sais pas comment on peut l'appeler. On en voit beaucoup, on en lit beaucoup. Alors, et que j'ai suivi un peu. Non, enfin, juste pour introduire un petit peu Amin, Amin Zawi est un écrivain qui est d'abord un écrivain arabophone et qui a fait ce choix précisément aussi de passer à l'écriture. Il a fait le choix inverse d'El Rachid, puisqu'il est passé de l'arabe en fait à l'écriture en français, mais il continue à écrire en arabe également, avec une belle plume dans les deux langues aujourd'hui. Et moi je voulais, parce qu'on a posé la question tout à l'heure à Rachid, en lui demandant comment s'est fait ce passage du français vers l'arabe, alors que toi tu as fait le chemin inverse précisément. Moi je sais un petit peu, mais est-ce que tu peux dire des choses là-dessus? D'abord, merci pour cette belle rencontre. Je pense que c'est une question d'abord de connaissance. Et puis aussi la langue, merci. La langue de l'écriture artistique, la langue artistique, c'est une langue personnelle, ce n'est pas une langue grammaticale. C'est-à-dire, on habite une langue, soit l'arabe, soit le français. J'ai fait même des traductions de l'espagnol vers le français, vers l'arabe, etc. Le voyage dans les langues, c'est un voyage spécial. C'est un voyage aussi fascinant. Et je crois que, certes, j'ai commencé à écrire dès le début. J'ai commencé à écrire quelques articles en arabe, en français, etc. Al-Moujahd, à l'époque, en français, quelques articles. C'est pas de la littérature. Et puis, je me suis mis à l'écriture. J'ai commencé à publier en arabe 2 recueils de nouvelles. Et puis une fois, je me suis dit pourquoi je perds cette langue qui est la langue française que j'ai appris, ça m'a accompagné dans mes études, soit universitaires, soit scolaires, etc. Et puis aussi dans ma lecture. Parce que d'abord, l'écriture, c'est la lecture. L'écriture, c'est la continuité d'une lecture. Et la lecture aussi, c'est des exercices de l'écriture. C'est une chose un peu fusionnelle entre l'écriture et la littérature. Je passais d'abord dans la lecture de l'arabe vers le français. J'étais dans un petit lycée et collège dans une ville, c'est Tlemcen, à Tlemcen. J'étais interne. Et vous savez, quand on est interne, on n'a pas le choix. J'aimais pas beaucoup le sport. C'était plutôt la littérature. Et il y avait une bibliothèque municipale Tlemcen, qui à l'époque, c'était les bibliothèques, c'était fourni avec un fonds extraordinaire de la littérature universelle, la littérature classique, etc. Et je me suis trouvé dans cette bibliothèque que d'ailleurs, j'ai écrit un article, ça fait 3 ou 4 ans, je l'ai intitulé « J'ai mangé une bibliothèque ». Effectivement, j'ai senti que j'avais mangé cette bibliothèque, j'avais dévoré cette bibliothèque, en arabe et en français. À l'époque, peut-être dans les années, j'étais au lycée, les années 60, 70, 75, 78, etc. À cette époque-là, les bibliothèques étaient bien fournies de littérature. Je passais d'abord dans la lecture de l'arabe au français, de français en arabe, facilement, bien sûr, parce que l'espagnol c'était ma 3e langue. Vous savez, nous les Oranais de l'Ouest, on a la langue espagnole qui est une langue, disons un petit peu d'usage quotidien. D'abord c'était ce bain linguistique, dès le début, scolaire, lecture, et puis il est devenu l'écriture par la suite. Quand j'ai commencé à publier en français, j'ai publié le premier roman, c'était Sommeil du Mimosa. C'était le premier, c'était Sommeil du Mimosa. D'abord, j'étais un grand lecteur de Rachid Boujdra. Je le considère comme mon maître. C'est vraiment, quand j'ai lu... Madame a parlé de la répudiation.
Moi, j'ai lu la répudiation peut-être 4 ou 5 fois. Et puis en même temps, j'ai fait une étude, ma thèse de doctorat était sur la littérature francophone, où j'étais plus sur Rachid Boujdra et Rachid Mimouni et Tahar Jaoud. C'était les 3 ou 4 écrivains qui m'ont vraiment influencé, et je trouvais le plaisir. De temps en temps, même quand on n'aime pas le texte de Rachid Boujdra, on l'aime. Je ne sais pas, de temps en temps, moi j'ai lu, pas le dernier Rachid, de la chinoise qui habite... Hein? L'avant-dernier, pas la dernière. Le printemps. Le printemps, hein. Printemps. J'ai lu 200 pages, je m'ennuie. Et puis même le fait d'être dans cet état, c'est une provocation. C'est une provocation, c'est une façon d'écriture, c'est une façon d'attirer. Je laisse, puis je dis, mais non, ben, il faut le lire. Et je considère que le style, d'abord l'écriture c'est le style, c'est cette force de dire des choses soit crues, soit d'une façon un peu philosophique, ou soit personnelle aussi, parce que c'est le style, c'est le moi. Je n'ai jamais pensé la frontière entre le français et l'arabe, parce que j'ai vécu même dans une famille qui est bilingue. Vous savez aussi, l'espace algérien est un espace bilingue. Moi aussi, comme Rachid, j'ai fait les mathématiques. J'ai fait pas à l'université, pas le bac, surtout au bac. Mais je suis trouvé dans un bain linguistique qui est plutôt bilingue. Et passer d'une langue à une autre, c'était pas un obstacle. Et comme l'a bien expliqué le monsieur, c'est-à-dire passer à la langue française, c'est pas pour écrire pour écrire le français, mais c'est pour écrire soi-même. C'est-à-dire pour s'exprimer, pour apporter les choses qu'on a. Et je crois qu'un grand écrivain russe, c'est Aitmatov, qui dit une phrase magnifique, que le monde commence dès le seuil de ma porte. Le monde commence là. Juste le seuil de la porte, c'est le monde. Je crois que passer dans une autre langue, c'est pour dire soi, pour s'exprimer. Je n'ai jamais senti étranger de la langue française, parce que je considère que la langue française peut être la langue de n'importe qui. C'est pas la langue des Français, c'est pas la langue des francophones, mais c'est un héritage universel. C'est un héritage qu'on peut le prendre comme n'importe quelle langue, en anglais, etc. Mais la facilité socio-linguistique, socio-culturelle, socio-politique avec le français, c'est qui nous mène à cette écriture. Et je pense aussi que notre génération a une sensibilité à la langue française. Ce n'est pas la même sensibilité que la première génération ou la deuxième génération. La génération de Kateb Yassine avait une sensibilité autre que la mienne ou que celle de Rachid Boujdra. Kateb Yassine était un alphabet en arabe, un alphabet en berbère. Il était en quelque sorte monolinguiste. Par contre, la deuxième génération de Rachid Boujdra, c'est une génération qui a été formée dans les deux langues, dans Rachid était Sadiqiyat, etc. Ma génération encore plus, parce que nous sommes de l'école algérienne, plutôt l'arabe et le français étaient à pied égal. Voilà, je crois que écrire dans une langue ou une autre, d'abord c'est une aventure. Même en arabe, c'est une aventure. L'écriture en arabe, c'est une aventure. C'est pas une question que c'est pas tout le monde qui connaît l'arabe peut écrire un texte en arabe. C'est pas vrai. Et la même chose, c'est que tout le monde, que chacun
qui maîtrise la langue française peut écrire un texte littéraire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la langue littéraire, c'est une langue personnalisée. Et j'ai dit dans un article que j'ai publié ça fait pas longtemps, que nous, notre génération, a algérianisé la langue française. C'est-à-dire il lui a donné une âme du quotidien. On lit même les titres de quelques amis, les écrivains, même les titres de romans, c'est Zarta, Zetla, tous ces mots qui arrivent dans la langue française violent la langue française, mais en même temps, ils donnent un autre cachet à cette langue, qui est le cachet, la personnification de la langue, ou bien ce que j'appelle la maghrébinisation, ou l'algérianisation de la langue française. Je pense que tu partages quelque chose avec Rachid, qui est de dénoncer un certain nombre de... Speak up. Non, je disais que Amine partage avec Rachid le fait de dénoncer un certain nombre d'hypocrisies au niveau de la société, mais au niveau aussi individuel. C'est très très important, et de manière tout à fait crue, je veux dire, y compris dans la langue. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est aussi bien en arabe qu'en français. Derrière, n'entendent pas. C'est bon, je parle suffisamment fort, non? Non, moi je peux parler plus fort, il n'y a pas de souci. Non, je disais encore une fois que Amine et Rachid partagent quelque chose qui me semble fondamental dans leur œuvre, qui est de dénoncer un certain nombre d'hypocrisies sociales, mais aussi de tares individuelles, si j'ose dire. Je fais référence ici notamment à la question sexuelle, par exemple, à la sexualité, etc. Et en cela, je voulais te poser la question, parce que Rachid s'est exprimé là-dessus tout à l'heure. Est-ce que c'est plus facile en français qu'en arabe, ou c'est l'inverse, de s'exprimer de cette manière? Vous savez, c'est une question vraiment essentielle. Moi, je pense que toute langue peut exprimer ce qu'on veut, si vraiment on a le bagage de le dire. Et on a aussi le courage de le dire. La langue arabe était une langue de les grands, entre parenthèses, textes sur la sexualité, ou sur... C'est écrit en arabe. Rachid a parlé de Les Mille et Une Nuits, et Nefzaoui, Toyoussi, etc. C'est des grands fuqaha qui ont fait des textes énormément courageux. Parlons de la sexualité. Mais maintenant, le problème, on a reculé. La liberté a reculé. Entre parenthèses, l'intelligentsia est hantée par l'hypocrisie politique ou par l'opportunisme social. Il est en quelque sorte, il fait un marché. Et là, personnellement, je ne trouve pas. J'écris mes textes en arabe ou en français, les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques, j'espère, avec le même courage, je fais le texte en français, en arabe. Mais le problème, si Younes, est d'un autre côté. Le problème, c'est dans le lecteur. Et dans l'institution qui publie les textes. Et ce qu'on appelle la censure. En français, il y a plus de, je dis pas la liberté, il y a plus de liberté. Il y a plus de liberté de dire ce qu'on a voulu dire. Mais en arabe, il y a toujours d'abord l'éditeur, et puis il y a un autre censeur qui est le lecteur. Le lecteur qui est violent. Vous savez que la plupart de ce qui a été marqué contre les romans sur la sexualité ou la religion, c'était les lecteurs. Par exemple, je prends le texte de Haïdar Haïdar, Wali Mali Ashab al-Bahr. Al-Azhar, les jeunes de l'Azhar, ils sont sortis dans la rue, je ne sais pas quoi, etc. Tout ça c'est le lecteur. Moi, j'ai fait un roman en arabe qui s'appelle Le 8e ciel, Sama Thamina.
il a été brûlé à Sidi Bel Abbas avec les jeunes qui l'ont ramené, ils l'ont brûlé. C'est le lecteur qui nous fait peur. Et il n'était même pas lecteur dans le livre. Ceux qui ont brûlé votre livre ne l'avaient même pas lu. Tout à fait. C'est même pas le lecteur. C'est exactement. C'est la société qui est maintenant hypocrite. La société qui est hypocrite. Et je crois que la classe politique encourage, avec la classe religieuse aussi, l'institution religieuse, qui encourage cette hypocrisie intellectuelle, entre parenthèses, et c'est la menace contre la liberté d'expression, parce que vous savez que dès qu'on arrache le pouvoir de contacter la société librement, ces institutions comme l'institution religieuse ou l'institution politique reculent et elles se trouvent un petit peu dans l'embarras. Du coup, ça provoque une forme... Alors, aux langues, 2, 3 langues. Étant donné que 2 ou 3, je crois que j'ai une voix qui porte, mais bon, j'espère que ça s'arrête ici. À propos des langues, à notre rapport aux langues, différentes langues, en tant que maghrébin, pour restreindre le champ. Je crois que ce qui est intéressant, c'est porter cette provenance qui est la nôtre, multi-langue, et la porter au niveau de la langue de la mère, la langue mère, entre guillemets. Pourquoi? Parce que, quand même, qu'on le veuille ou pas, nous nous inscrivons dans une société, et le plus facile, c'est de dire que c'est une société hypocrite, conservatrice, et se laver les mains, et passer à autre chose. Or, depuis le point de départ, nous, en tant qu'intellectuels, romanciers, écrivains, responsables, se sentir responsable, vouloir juste exprimer cet état de fait, cet état de choses. Notre responsabilité se définit comment pouvons-nous pourvoir cette société qui est la nôtre et qui est dans un mutisme, car la langue ne fait défaut. Les Marocains, moi je le dis franchement, quand je lis par exemple je trouve une belle langue arabe, mais vraiment millimétrée, vraiment. Donc moi je dis, c'est pas question de langue, c'est question, quelles questions posons-nous à notre société, comment pouvons-nous aborder, approcher les questions qui font problème, qui font mal, et bien sûr, tout écrivain est appelé, que ce soit Faulkner, ou que ce soit Dos Passos, ou que ce soit Hemingway, ou je ne sais pas qui, est appelé à ruser, essentiellement avec sa langue. Par tout le monde. Peu importe, Tellement. il constitue un horizon. C'est mon professeur d'arabe. Ostado. Je le défends parce qu'on a parlé beaucoup avec lui. Parce qu'après, il est devenu ministre de l'Éducation nationale à l'indépendance, et j'étais écrivain, il m'a invité pendant 3 ou 4 jours, il m'a fait une sorte de dommage. Et on a parlé de Abu Huraira, de As-Sudd. Et jusqu'à aujourd'hui, les intellectuels ne connaissent pas As-Sudd. Et c'est un des premiers romans vraiment contemporains, bien avant Dib, bien avant tout le monde. Et d'une, comme vous dites, un roman absolument exceptionnel. Par rapport aussi des langues, vous avez parlé beaucoup des langues, même Amine, et toi, vous avez quand même oublié quelque chose, le rapport social à la langue, le problème de l'histoire. Nous avons été colonisés. On a l'impression qu'Amine dit, le français, parce que c'est une langue comme l'autre. Le français n'est pas une langue neutre, ni une autre langue. Le français, il a été imposé par la colonisation et l'histoire. Nous avons une histoire avec la langue française, et la langue française a des histoires avec nous. Donc c'est, et à la limite, finalement, ce que disait Katib Yassine, je reviens là, pour conclure, finalement c'est un butin de guerre, mais c'est pas du tout un butin de paix, c'est un butin de guerre. الكتاب حتى يعرفوا الدارجه ما يعرفهاش كاتب ياسين، ما يعرفش الدارجه، ما يعرفش يعرف غير الكلمات الفخمه والضخمه. الفخمه والضخمه les mots grossiers, اللي بالعربيه يعرفهم، mais à part ça يعرف السباطه. Mais ils ne connaissaient pas le donc c'était terrible pour des gens comme ça qui ont été. Et donc ce rapport comme à l'histoire,
nous avons nous n'avons pas choisi le français. Nous n'avons pas choisi. Il y a quelque part, en tout cas chez moi, une sorte de vandalisation de la langue française. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai cassé la langue française. Oh, c'est bien parce que par passion, le néologisme, j'ai fait une thèse sur Céline, vous le savez quand même. Oui. Et donc, praxis, je ne sais pas, praxis, c'est un mot comme ça complexe. Lui, Ferdinand, c'est bien qu'elle n'a aucun rapport avec son écriture, dans la mesure où Céline écrivait vraiment l'argot de Paris, le titi parisien. Et moi, j'ai rien à voir là-dedans. Les gros mots, les trucs, c'est les mêmes d'ailleurs, donc, elle aura souri avec la langue française. Moi, pour moi, c'est une langue qui s'est imposée par la force. Comment moi j'ai appris l'arabe clandestinement à Lège? C'était terrible pour nous. Parce que souvent, les gens qui venaient chez nous étaient des exilés. Et ils étaient près de chez nous, dans le Constantinois, à l'est, parce qu'ils venaient d'Oran, ils venaient d'Alger, mais comme ils étaient exilés par la France, par le pouvoir militaire français de l'époque, qui les dirigeait, je les voyais, ils étaient minables, ils disaient Aïch, ils étaient في الحمامات ما ياكلوش كي يجوا نعطوهم الطعام, etc. Donc c'était quelque chose. Et Amine a un autre rapport, beaucoup plus serein. Et c'est normal, c'est normal. Donc moi, ma façon d'écrire est liée aussi à ce rapport historique de l'histoire. L'histoire que comme langue butin de guerre, et c'est vraiment pour moi c'est un butin de guerre. C'est juste pour revenir le texte حدث أبو هريرة قال المساعدي سد مولد النسيان, c'est les grands textes de Messaadi. Vous savez que le roman arabe n'a pas exploité l'expérience de Messaadi. Ils sont partis vers l'expérience de Najib Mahfoud plus que Messaadi. Messaadi a fait un roman moderne, un roman arabe réfléchi par une culture universelle. Vous savez, les spécialistes... Par contre, tu me rappelles Rétani est là aussi. Rétani un travail sur la langue. Rétani, ses derniers textes, le tasawwuf. C'est un travail sur la langue. Mais nous, on parle maintenant, vous savez, Abu Huraira en 36, il a commencé à écrire ça en 36. On ne parle pas des années 70. C'est 36, il a fait un texte qui reste vraiment dans... Mais malheureusement, vous savez que il y a ce qu'on appelle l'autosuffisance des Égyptiens. Et ils ont marginalisé le Saadi. Et vous savez, même Tahsin a écrit un texte sur le Saadi pour dire voilà, c'est une... Nous ne l'avons pas revendiqué. Mais alors que Tahsin lui-même a été marginalisé en Égypte. Hein. C'est ça qui est marrant. Et qu'il a marginalisé le Saadi. Comme Tunisien qui l'a fait. Exactement. Donc cette particularité qui est nous au Maghreb, dans notre rapport à la langue, comment nous n'avons pas réussi à la faire dire dans notre langue. Ça, c'est l'objet de notre roman, et malheureusement, on l'esquive. Pourquoi? Parce qu'on passe pour les facilités déjà constituées dans la langue française. Moi, je n'ai pas esquivé, ah non, je l'ai même abordé et je l'ai même envahi. Non. Moi aussi, une deuxième chose que je vais reprocher à Amine, c'est aussi... Attends qu'il termine, après on te... Non, dans ce qu'il a dit aussi, c'est le rapport à la situation économique et sociale d'une période. Il citait les grands imams, grands érotomanes, qui ont écrit des textes vraiment qui n'existent pas dans la littérature occidentale, par exemple, leur violence, leur vulgarité, leur force, leur sexuelle et autres. C'est bon. المقامات تاع الحريري والمقامات تاع ابو الهمداني والف ليله وليله وهذا اللي كتب بيهضر عليهم اسمه امين c'est que ils n'ont pas d'égal dans l'histoire de la littérature contemporaine universelle. Donc
On a commencé avant. Pourquoi? Ces livres ont été écrits aussi au moment les plus prestigieux de la vie politique et économique de ces pays-là, des pays arabes. Et vraiment, Bagdad était le centre du monde quand même. هذا المشكل الأساسي. يعني أمين un peu ينزلق حول هذه القضية. في نوع من الانزلاق. Non, parce que c'est la génération. Parce que c'est la génération. Non, mais c'est normal. Zawi a écrit ça, c'était la période la plus dégradée. Quand il a écrit Nefzaoui, quand il a écrit tu savais que Rachid, l'arabe, à partir du 4e siècle, il n'y a plus de liberté. Avant, les derniers des grands noms, c'est Mu'tazila. Après le Mu'tazila, mais El Flaylaoula est un texte clandestin, il n'est pas signé. Oui, mais c'est un texte populaire. Mais le Hamadani, quand même, c'est Aouch Bagdad, le Hamadani. Donc, et donc il y a un rapport quand même, le rapport socio-économique de la culture. Il est là. Un pays économiquement sous-développé ne peut pas donner de grands poètes. C'est pas possible. S'il vous plaît, il y a une poétesse qui voudrait prendre la parole. C'est une poétesse. Pharmacienne à l'origine, justement, cette question de langue, parce qu'il est protectorat, etc., enfin, par rapport à nous. Et donc, c'est une langue que j'utilise justement sur ma poésie, sur mon écriture. J'écris aussi un petit peu en arabe. Mais je vous dis, moi, franchement, vous parlez de l'arabe, c'est extraordinaire. Mais moi, pour moi, l'arabe, c'est une langue apprise. Au même titre que le français, et même peut-être le français j'ai eu plus de facilité parce que j'avais de très bons profs. Ma langue maternelle, c'est le darija, c'est-à-dire le dialectal. Donc on ne peut pas me demander d'être Nefzaoui ou n'importe qui, et je suis d'une culture maghrébine, parce que ma vraie culture, elle est amazigh et elle est dialectale, darija. Donc voilà. Alors je peux, évidemment, en tant que grande littéraire, si je l'étais, étudier l'arabe classique et aller vers l'écriture pure, de grands arabes, de la grande poésie, mais ce n'est pas moi, donc je suppose. Donc moi je pense que dès le moment où on commence à comparer l'arabe classique, pour les maghrébins, hein, je parle bien, l'arabe classique avec le français, je pense que là, on est tout de suite à côté de la plaque. Et je m'excuse de le dire, parce que ce n'est pas notre langue. L'arabe classique, c'est une langue apprise, c'est une langue académique. Et donc scolaire, académique. On peut l'aimer. Avez-vous lu est-ce que vous avez lu les livres d'elle? J'en ai lu un. En arabe. J'ai plus de difficultés, je l'avoue. Donc tu ne peux pas parler. Non, je lis. Non. La vérité, c'est quand on veut écrire en arabe, il faut avoir un vrai bagage arabe. Ici, un vrai bagage de grande littérature arabe. Sinon, on est entre deux. Sinon, voilà. La langue s'il vous plaît, écoutez. La langue darija est une grande langue. Tout à fait. C'est une grande langue. Culturellement. C'est une langue culturelle. Je parle de la littérature, de l'écriture. Même la poésie. La musique, la poésie, etc. Mais c'est des petites choses. Est-ce qu'on a un gros bagage, comme on peut le lire, dans par exemple le français, parce que c'est ce que j'ai appris un peu plus, c'est ce que j'ai lu un peu plus, on n'a pas. Donc forcément, évidemment, ça va venir petit à petit. Et j'espère que le darija va rentrer, ce langage dialectal, va rentrer, l'amazigh va un peu plus se vulgariser par rapport à l'écriture. Je dis vulgariser avec des guillemets. Et que les jeunes vont l'apprendre. C'est pas la langue de Jahid, c'est pas la langue du Mutanabbi, c'est pas la langue du Coran, mais c'est une autre langue qui est violée, qui est traversée par le dialecte, qui est traversée par les expressions des autres langues, par les musicalités des autres langues. C'est-à-dire que le mouvement panarabiste, c'est-à-dire quand il est passé en Égypte, scolaire sur le devant, plus que le dialecte, oui. C'est juste pour conserver le religieux. Parce que le religieux, il est dans cette langue.
Une fois on oublie cette langue et le fait. Par exemple, vous allez voir les réclames de téléphone ou je ne sais pas quoi, tout ce qui est publicité, déjà. كل شيء بالدارجة. كل شيء بالدارجة. Partout من تونس حتى المغرب كل شيء بالدارجة. J'ai un livre qui s'appelle Un incendie au Paris. Il sort dans un mois au Maroc بالمغربية. Une traduction, je l'ai fait en français, une traduction de Msnaoui بالمغربية. Quand j'ai lu le texte en Darija Maghribiya, je connais le Darija Maghribiya, mais pas, je ne suis pas dedans. Mais j'étais fasciné par la langue, fasciné par le texte. Fasciné par le texte du français vers le qu'il y ait des auteurs comme vous, des écrivains, qui aient ce courage-là d'aller vers cette langue intermédiaire. Mais pour vous dire que le Darija, ce n'est pas une sous-langue, mais c'est une langue plutôt plus que la langue classique, parce que c'est une langue de la métaphore, c'est une langue de la vie. De la vie. Voilà, mais ce que je voulais oui, exactement. Par rapport à l'Égypte. Et j'ai entendu des choses, bien sûr, bien belles, à propos donc de la langue. Et je me suis en train de poser cette question, est-ce qu'il y aurait quelque part une langue pure pour créer une sorte de scission entre ma langue et ta langue? Est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire, un espace intermédiaire entre plusieurs langues? Et c'est là où je vis, et c'est là où j'évolue, et c'est là où je parle, et c'est là où je mange, et c'est là où je me fais plaisir. C'est dans plusieurs langues en même temps. Pour dire langue nationale, langue d'origine, parce que je n'ai pas entendu ça de la bouche de nos auteurs, mais j'ai entendu ça dans les débats. Il n'y a pas de langue d'origine. Ma langue, ça n'existe pas. Pourvu qu'on parle une langue, et essayez s'il vous plaît en parlant amazigh, en parlant darija, en parlant français, en parlant anglais, en parlant je ne sais quelle langue. Parlez uniquement cette langue. C'est impossible. Donc on n'est que dans l'entre-deux, sinon entre plusieurs dialectes et langues. Loin de nous, les débats, j'allais dire, anciens et pompeux, s'il vous plaît, décomplexant notre rapport à toutes les langues. La langue française, c'est ma langue. La langue amazigh, c'est ma langue. La langue darija, c'est ma langue. La langue arabe, encore davantage, c'est ma langue. Parce que je peux réciter des versets, des versets coraniques, et je vais avoir la chair de poule. De même que je vais tout simplement dire un poème. Et vous allez avoir les cheveux qui montent vers le ciel. S'il vous plaît, décomplexons notre relation à la langue. La langue, ce n'est qu'un moyen. Traduisez s'il vous plaît. Et c'est pas parce que tout à l'heure j'ai entendu le panarabisme, j'ai entendu... Et pourquoi on parle depuis tout à l'heure en français? Et en entendant ces déjà parler en arabe, je suis émerveillé. Très émerveillé. Et pour en même temps peut-être parler en amazigh. Moi j'aurais aimé parler en amazigh, c'est la langue de ma mère. La langue de ma mère. Mais bon, mon père a phagocyté la langue de ma mère, mais je n'y peux rien. Et c'est la réalité. Vous savez, l'école l'école maghrébine en général est sinistrée. Et plus que ça, il est habité par une idéologie qui est l'idéologie des frères musulmans. Les frères musulmans, il faut le dire directement, c'est les frères musulmans qui ont mis la main sur l'école maghrébine. Partout. Je parle du Maghreb, c'est les frères musulmans. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est la même chose. Là, c'est le premier problème, c'est l'école. Et quand l'école fournit ces petits frères musulmans, l'université va recycler la même chose. Moi, je suis professeur à l'université et je reçois les étudiants. C'est pas uniquement, mais c'est aussi les professeurs qui étaient des étudiants. C'est un, comment on appelle ça, un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, une reproduction. L'école, c'est très... Et puis aussi,
sur le plan politique, tous les partis sont des partis religieux. Même la gauche est devenue religieuse. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire passer leur populisme, entre parenthèses, à travers un discours religieux, etc. Et je crois, madame, c'est le rôle des intellectuels de condamner cette situation dans le champ politique comme dans le champ de l'université scolaire et médiatique. Vous savez, les médias, la même chose, les télévisions, les radios, etc. Tout est religieux, tout est religieux. Et c'est pas la religion qu'avaient nos grands-pères. Vous dites la religiosité, je crois, dans le... Oui, c'était pas la religion de mon grand-père qui était c'était discret. اليوم واحد كيحج يقول لك انا حجيت راني غادي نصلي راني غادي نصلي. Il يسمع الخطبه تاع الجمعه contre la femme, contre la liberté, contre le je ne sais pas quoi, contre tout est haram, tout est haram. Il revient chez lui, tout est du droit. Si jamais il faut pas généraliser. لا وخليه يكمل اخويا عدو نتايا اجي انا لا on le laisse pas. Non, ce qu'il est en train de dire 75% من الخطب تاع العرب تاع المسلمين على المرأة. ما يهضروا لك على التخلف وحاسبين باللي الشعره تاع المراه كي تطلع من الاخر هي اللي دارت لك هي اللي حبطت الاقتصاد. S'il vous plaît, écoutez. Ça c'est des statistiques des الخطب تاع c'est un problème. Et les religieux, ils sont toujours à la disposition des politiques. Ils sont même pas, c'est-à-dire les politiques profitent du discours religieux. Je vous donne l'exemple de l'Algérie. Aujourd'hui, les mosquées en Algérie, ils sont tous avec l'intikhabat ou je ne sais pas quoi, etc., avec l'armée. Ils sont tous avec l'armée. Avant ils avaient un autre discours. Cinquième mandat. Le 5e mandat. C'est quoi? Et après ils changent c'est le. Mais les mosquées, vous savez combien on a de mosquées en Algérie? Je parle de l'Algérie. On a plus de 34 000 mosquées. هذو الأوفيسيال ماشي هذوك اللي يصلوا les hôpitaux et les écoles. Et vous espérez quoi قدامه دكتور ديتا. Docteur d'État, il est enseignant de philosophie. S'il vous plaît. Il écoute en train de dire des atrocités sur la femme ou sur je ne sais pas ou sur les autres, sur les juifs, sur les chrétiens, sur les gens appelés sur le désir. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et il faut dénoncer. C'est le rôle des intellectuels. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle de dire alerte. Et arrêtez. Si ce n'est pas trop tard, parce que l'école a fait son travail, parce que tout le monde a fait son travail. Je suis pratiquant croyant. Aujourd'hui, j'ai assisté. C'est ma culture, ça fait partie de ma culture et je me réclame en tant que tel. Qu'on veuille ou non, ça ne me regarde pas. J'ai ma religion et tout simplement, j'appartiens corps et âme à cette religion. Mais, alors, j'ai assisté à des prêches de vendredi, des discours du vendredi. Et ces discours, je n'ai jamais, j'ai 56 ans, je n'ai jamais entendu dire des choses de mal à propos de la femme. Parce que la femme, elle a été toujours... je ne peux pas être dans toutes les mosquées. Parce qu'on ne peut pas laisser, s'il vous plaît, on ne peut pas laisser passer un discours qui embobine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que j'ai appris sur
ce que j'ai appris sur comment j'ai appris à respecter la femme. Comment j'ai appris, parce que la femme, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est ma fille. Et c'est vrai, ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Alors je parle de moi. Je ne parle pas du discours, je parle de moi. Non, c'est pas une génération, c'est un cas. Parce que ce qu'on nous a dit là, ils n'ont même pas le niveau primaire. Et ils donnent le discours du vendredi. Alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que ce que nous avons nous au Maroc, n'est-ce pas? Alors vous avez soit des profs universitaires qui sont nos collègues, et jamais, aucun mot négatif à propos de la femme, ou à propos de ce cheveu qui a créé... Anna, puisque tu le dis, c'est bon. Éventuellement, une discussion déjà. Bon, moi, je fais une mise au point. Je suis professeur universitaire. J'ai une thèse d'état en physique. Ça fait 34 ans que je suis enseignante à l'université. Oui. Il y a 10 ans, j'ai reçu une lettre le département. Une lettre باقي عندي الدروك اللي فيها استاذه حنا تنحترموك وتنبغيوك وانت استاذه مزيانه ولكن راه حنا خايفين عليك غتمشي جهنم حيت كنلبس كيكونتي وتقول لي Je suis polytechnicienne. J'ai eu mon PhD au Canada. J'ai eu ma thèse troisième cycle en France. J'étais, entre parenthèses, شوفي هكذا في التيغونداجو بحال هادو اللي عريانات اللي خارجين علينا وناضوا تقولي en sortant suite le discours de l'imam qui n'était ni prof ni rien du tout un niveau très moyen qui sortait de la mosquée de Ktibia. C'est pas n'importe quelle mosquée, c'est le numéro 1 Marrakech. Et le Marouf, le discours vient de la mosquée de la Koutoubia. Et pourtant, le discours, il y en a des exceptions. Bien sûr, le thème est général, mais ça dépend de celui qui va le dire. Ça dépend de la personne qui va le dire. الله يخليك ما تجاوب ما تهضرش معايا. هاد لا بارونتيز n'a pas lieu d'être. انت جونتي ولا غير جونتي؟ هضرش معايا. كيس كون في لا انصامبل؟ إلا ما كتجوش معايا كيس كون في لا انصامبل؟ تهضروا على هاد الشيء تهضروا صافي. Alors reviens au sujet. C'est pour aller. Nous sommes dans un lieu de débat. Voilà. Chacun a le droit de C'est exactement ce que je veux dire. C'est pas une question de point de vue. Non, t'écoute. De point de vue, أنا ماشي ديالي, c'est pas le lieu ديالو, on peut en discuter. On en a discuté حياتنا كلها. Ce que je veux dire, ce qui fait de la peine, c'est que le débat مشى وكنا غادي نوصلوا لواحد لا كونكلوزيون. هادشي علاش بغيت نقول. Apparemment avec le discours de Rachid ou le discours de Amine, je crois qu'on est arrivé à quelque chose de très convenable. C'est qu'on a fait le tour de la question pour nous rendre compte que nous sommes dans la civilisation de l'oral. Mouchkilna, c'est que nous sommes dans la civilisation de l'oral. Je dis civilisation, mais de l'oral. Mais nous butons contre le saut à faire qui est qualitatif pour passer de la civilisation de l'oral à la civilisation de l'écrit. Et la question, écrire en arabe, en français, en américain, parce que pour dialoguer avec le monde, il y a un art qui est spécifique, l'oral. C'est la danse, il faut qu'on fasse ce pas. Il faut qu'on passe à l'écrit. Or, ce que je veux dire, je rends hommage aux Ikhwan ديالنا في الجزائر qui ont été les premiers à avoir fait ça. ولكن quand je fais le bilan, شحال من واحد كاع كيكتب لا بالفرنسيه ولا بالعربيه. Voilà ma question. Combien sommes-nous à écrire, à avoir fait ce pas, à avoir choisi ce véhicule pour parler aux autres? L'idée, je crois que l'une des propositions à faire, qui serait une proposition concrète à la suite de ce que nous faisons, est-ce que vous ne pourrez pas, dans la suite de ce que nous venons de dire, avec l'aval de Serragé, de Amine, ou de Mahi,
essayer de monter des clubs, des ateliers d'écriture هذيك المؤسسة اللي عندكم. ماشي الاخرى وزاره التعليم معينا ما دارش علينا ما وضحوا ما بغاو يسمعوا ما بغاو ولكن est-ce qu'en tant que société civile est-ce qu'on ne prend pas ça à charge العلم والدراري يبدا يكتبوا ويحكيوا ويكتبوا et on les met à l'œuvre. Si vous avez raison, excusez-moi, je vois votre idée. Là, on a commencé par le commencement, c'est-à-dire, on les amène des clubs dans l'association, des clubs de lecture, de débat, de films, ciné-club. On a commencé par le commencement. Maintenant, j'ai ici des filles qui écrivent du foyer, elles viennent du foyer, les cas de Marrakech, elle écrit divinement bien. Bien sûr, le jazam, كل شيء اللي بغيتي. اش بغيتي تقراي لنا؟ ابي نقرا واحد القصه سميتها متجر الحب. لا ما يكون المتجر فارغا في إطلالة الصباح حيث يقوم سعيد بترتيب السلع لوضع كميات الحب في مخازنها الخاصة وتصنيفها حسب طلبات الزبائن. الساعة 10:30 سعيد يتجول بين الرفوف في شارد الذهن دائما ما كان يتساءل كيف يمكن بيع الحب وهو لا يمتلكه أساسا. هل يمكن للناس أن تنتجه بنفسها؟ الكل الناس أصيبوا بالسقم العاطفي. أين أيام كان يفيض فيها الحب بين قلبين بمجرد التقاء عيونهم في نظرة خاطفة. أخرجوا من شروطه زبونة شابة ذو ثياب عصرية أنيقة وشعر مسدل على كتفيها براحة. نظرت سعيد وأردفت أرجوك أريد كيلوغرامين من الحب المتزكم. استغرب سعيد من طلبها هذا، ابتسم لها. آسف سيدتي، هذا النوع غير متوافر في متجرنا. ملت برأسها وقالت بلى إنه هنا. وضعت يدها على صدره أو على قلبه تحديدا. بلى إنه هنا. فتح سعيد عينيه وهو يلهث. أخذ يلتفت يمنة ويسرى بحثا عن الفتاة التي كانت أمامه. إنه لأمر عجيب. أين هي؟ هل كنت أحلم؟ ليست هذه المرة الوحيدة التي يشعر فيها سعيد بإحساس كهذا. لما كل الفتيات اللواتي يراودنني أثناء شرودي يشرن إلى قلبي هذه الآلة الضاخة للدم ولا تجد غير ذلك. لما هي بالضبط؟ أسدل الليل ستارة برفق والمتاجر تغلق إلا متجر الحب. تبقى أبوابه متبسمة الأطراف إلى غاية 5 صباحا حتى ترتوي الناس من هذا المدعو الحب. زبون تلو زبونة يدفعون نقودهم لشراء كمية من النفاق العاطفي. كعادة سعيد كل مساء يستأنس بإبريق من القهوة عشقه الأبدي. على الأقل الكافيين يبقيه منشغل الذهن بالحسابات ويصد محاولات النوم الفاشلة. جرس الباب يدق معلنا أن زبونا قد دخل. نطق سعيد دون النظر إلى محيي الزبون. كيف أساعدك سيدي أو سيدتي؟ حب عاصي، حب غبي، حب ساقي، حب المبالغ. أجابه بصوت حنين. حب تسكعي سرق إثر ما قيل. لحظتها فرفع رأسه ببطء كأنه ينتظر مهاجمة من طرف وحش زومبي. إنها نفسها فتاة الصباح. قالت دون أن تنتظر ردة فعل منه. كيف يمكنك يا هذا أن تبيع الحب وأنت لا تعرف معناه حتى؟ أنت تنافق نفسك والآخرين. ارحل واغلق هذه اللعنة المشؤومة التي جعلت من القلوب مجرد آلة صماء. ارحل يا سعيد، إن فاقد الشيء لا يعطيه. صباح جديد ومتجر الحب لم يفتح بعد. ملايين الزبائن تنتظر غاضبة. هناك من تشاجر مع حبيبته أو زوجته وأصبح أمام المتجر ساحة معركة أهلية عاطفية. الصحراء مكان لا يزوره إلا السائح ولا يحط فيه الرحال إلا من ضاقت به الأوتار وخذله التفكير أو مرت به عاصفة ممطرة زفت به إلى أعماق الكثبان الرملية. قال سعيد متأملا كمية الرمال لا إله ما أجمل الحب التسكري. Parce qu'on a discuté d'autre chose, mais on n'a pas discuté de vos écrits. Je ne vous connaissais pas malheureusement très bien, mais j'ai lu un de vos... Il est venu pour tout vous lire. Moi, j'ai vu tous. L'enfant de l'enfant. Et je vous ai trouvé, quand je vous ai écouté, je vous ai trouvé doux. J'ai trouvé une certaine violence, mais vraiment inouïe, et je me demandais
comment est-ce qu'une personne comme vous pouvait écrire de la même manière, moi j'aimerais bien écouter après. Il y a un petit quelque chose très rapide. Sur l'enfant de l'œuf, quand j'ai écrit l'enfant de l'œuf, je voulais faire une autobiographie de mon chien. Le chien, le garçon, L'enfant le de petit l'œuf, garçon. c'est mon chien. C'est mon chien. Il a vécu Rachid Yaafou, il a vécu avec nous 13 ans. Et puis il est décédé. Je voulais faire le deuil de ce chien, mais pas le chien, mais la vie de chienne. Chez toi, la vie chienne en général. Et j'ai cherché dans la fracture de la société, dans la diversité, c'est-à-dire le chien quand il parle, le maître du chien quand il parle. Et la langue. Et la langue, exactement. Il parle S'il vous avec plaît. ses amis en kabyle, il parle à son chien en français, il parle à un journaliste en arabe. Et le chien, il est un peu perturbé, il lui dit pourquoi vous? Et puis aussi il y a la question du religieux aussi. Le religieux, quand il demande à son maître, est-ce que les chiens partiront au paradis ou etc. C'est un petit peu poser la question de la religion. Et puis aussi l'ara qui arrive, la chrétienne qui arrive dans la société, une société hypocrite, musulmane, la syrienne, comment il est observé, comment il est un peu, en quelque sorte, tous les yeux sont braqués. Une fois il descend avec la croix, alors à ce moment-là, toute l'hospitalité qui était avant se transforme en agressivité dans notre société. C'est pour dire aussi qu'on n'a pas, pour revenir à la question, on n'a pas cultivé le respect de l'autre. On n'a pas cultivé le respect du juif, le respect du chrétien, de l'autre en général. Soit l'autre, on n'a pas respecté les orientations sexuelles. Tout ça, il n'y a pas dans notre société. Je voulais à travers ce roman, de mettre un petit peu la main sur la société algérienne dans les dernières années. La technique. Cette maghrébinité, cette chose qui est tellement proche et lointaine, et que j'ai l'impression, là, après à peu près presque 1h30, 2 heures de débat, hein? Oui. J'avais l'impression que j'étais en Algérie. J'étais en Algérie, je suis à Alger dans un débat avec, comme on fait souvent, avec des comités des troupes de lecture, des salons de lecture ou des étudiants, des fois à l'université quand on est invité. Donc c'est la même problématique, c'est les mêmes questions qu'on se pose, nous avons les mêmes problèmes, et les mêmes solutions aussi. Voilà. Merci. Amine, s'il te plaît. Ouais, cette rencontre m'a rappelé l'histoire de Mouloud Maamri avec Aziz El-Hbabi. C'est une histoire extraordinaire. Vous savez, dans les années 50, Mouloud Maamri était au Maroc. Il est venu au Maroc, il a vécu au Maroc. Et puis il a rencontré à l'époque le philosophe et romancier Mohamed Aziz El-Hbabi, qui après est devenu professeur de philosophie à l'université d'Alger dans les années 70. Et ils se sont rencontrés, ils se sont mis d'accord sur la création de la première union des écrivains maghrébins. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réalisé ce rêve. Aujourd'hui, avec cette rencontre et surtout la littérature itinérante, etc., peut-être ça va donner une autre idée c'est pas maintenant l'idée des unions des écrivains, c'est un peu classique, mais peut-être voir autrement comment fédérer les forces intellectuelles du Maghreb, les Tunisiens, les Marocains et les Algériens. Je vous remercie, Madame Lila, je remercie tous les organisateurs. Professeur Zawi, je vous lis, je vous apprécie beaucoup. Et
Et puis, vous avez parlé de Harkoun, du professeur. Oui. Vous savez qu'il est venu 3 fois dans notre salon ici. Ah oui. Oui, en 2004, en 2005, en 2006. Il habitait à Casablanca et il est venu à notre salon 3 fois. Moi, je l'ai reçu, j'avais une émission. Je me demande... La vidéo. T'es encore là-bas? Absolument, je pense j'étais à l'époque étudiant et je faisais une émission à la télévision algérienne et c'était la première fois que Harkoun passe à la télévision algérienne. Où j'ai reçu aussi Rachid après. Très bonne émission. Harkoun est une grande personnalité, très grande personnalité. Malheureusement, pardon Maléna, malheureusement, nous n'avons pas enseigné Harkoun dans nos universités. On l'enseigne toujours pas. Il est toujours marginalisé, inconnu. Pour revenir aux frères musulmans, vous savez, à Alger, il a été chassé d'un colloque à Alger de la part de Al-Ghazali ou de Youssef Al-Qardawi. Ils l'ont chassé d'un colloque, le qualifiant comme Zindiq ou Man'ab. Et on rend hommage aujourd'hui à Harkoun ici. Et c'est pour ça que je pense que le futur du livre, de la connaissance, surtout chez ces jeunes, c'est ce genre de rencontres. C'est des rencontres comme ça, il faut qu'il y en ait beaucoup. Parce qu'on ne va pas leur dire, tiens, va lire Harkoun, il va lire Harkoun. Maintenant qu'ils savent qui c'est, maintenant qu'ils ont entendu parler. Ils ont rencontré Rachid Boujdra, ils ont rencontré Amin Zawi. Je suis sûre que c'est des lecteurs. En principe, tous les gens ici sont des lecteurs. Et je crois que le futur du livre, il est ici. Il est dans ces rencontres. Il est plus que... professeur, vous fermez, vous me dites une dernière idée. Exactement. انا ما عندك لا خدامه لا خادم وتبارك الله عليك والله الا فريمون يعني on a le plaisir d'être chez toi qui d'être là contre nous dans cette maison. Moi je suis ديما تلقى يا نسبي تتقولي في الاول غادي نمشيو لا كونفرونطاسيون لا وديما الامور تحل يخرجوا الناس بخاطرهم طيبه دونك فريمون ميرسي. Et est-ce que je peux Et je crois que je suis l'un des plus âgés parmi vous. Et j'ai ce droit, même pour avoir traîné ma bosse, mais il y a quand même un avenir, puisque le jeune m'a dit tout à l'heure. Est-ce que Rachid ou si Amin peuvent nous promettre, je ne dis pas, ils nous promettre, nous faire la promesse d'instituer le Magharibi Tariqa pour qu'à chaque fois, à l'ouverture de la saison littéraire, يبدا يتلاقى ويجينا ويجيبنا صحابو ومرحبا به اللي يقبل علينا راه عندنا ديورنا وعندنا لي صالون وعندنا فين الهنيو من لي 5 étoiles دوب الهنيو. Est-ce qu'ils peuvent nous faire cette promesse باش تعرف إنه باش يتلاقاو Ici, il y a normalement une majorité d'étudiants. Là, il y a beaucoup d'événements. Il y a même des profs qui ont dit à leurs étudiants, vous venez avec nous, je ne sais pas, il y a plein de choses à Marrakech actuellement. Et donc, en principe, il y a entre 50 et 70 étudiants. Donc, ce que je trouve extraordinaire. Après, ce que je voudrais aussi dire, c'est que les étudiants ne sont pas que dans les facultés de lettres. Ils sont dans les facultés de médecine. Là, j'ai même un petit avocat là. J'ai 2 avocats, de jeunes, très jeunes. J'ai... Là, je sais. Et même chez les adultes, c'est des lecteurs, mais tous, ils sont pas littéraires, disons, dans le sens de... Et puis, les bons lecteurs, c'est pas les littéraires. Donc je crois que c'est beau, il y a plus... Il y a الكلمة الأخرى وجود الاساتذه وداك الشيء. قبل هذا الشيء غنقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء الخير. خاطب الجمعه. مساء الخير، مساء الابداع، مساء الجمال، مساء الكلمه الرحبه، مساء الوجوه المثقفه والثقافه المختلفه. بغيت نشكر الاساتذه الكرام على الوجود ديالهم اللي اثثوا هذا الصالون بافكارهم ثقافتهم وغناو النقاش ديالنا مع جميع الفاعلين. وبغيت نشكر الاستاذه ليلى بنت الفقيه دار الزاويه دار الكرام اللي تتأتت لنا بين اللحظه والاخرى
هذا الصالون الادبي الذي قل نظيره في المغرب ان لم يقل انه فريد من نوعه، كتأتكو بالبراعم اجمل ما في هذا. نخليو الناس المثقفين الكبار، هذه مساله يعني معروفه، ولكن الذي يسعدني كثيرا واريد ان احضر دائما الح عليها حتى لا تنساني، هو التأتيت بهذه البراعم وهذه الأجيال المقبلة اللي تتغرس فيهم وتنغرس فيهم جميعا ذيك الروح الثقافية والتنوع الثقافي بلغاته وبأشكاله، فهذا شيء جميل. وهذا دور رجل التعليم، دور المثقف، دور الفنان التشكيلي، دور الموسيقي. كلنا أصحاب رسالة نحو هذا الجيل باش نخلقوا واحد الجيل ديال القيم، ديال الثقافه، ديال الافاق الواسعه، والله الموفق وشكرا لكم. C'est une grande lectrice, c'est une brillante lectrice. Et puis elle avait des questions que tu vas te remettre. Je ne peux pas les poser, je vais te laisser poser ces questions. Une question, nous allons faire Bon, actuellement, comme ça, je n'ai pas vraiment entendu ce qui s'est passé, c'était prématuré ou c'était pas très pas. Si elle analyse. Je trouve que c'est merveilleux. J'aimerais beaucoup que la série elle se raconte, se pénètre. Bon. Et actuellement, j'aimerais savoir comment ça va se passer avec le printemps algérien. Actuellement. Aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe maintenant. Oui, en Algérie, comment ça va? Très simplement, d'abord ce qui se passe en Algérie, ce qu'on appelle le Hirak, c'est deux choses positives dans ce Hirak. Le mur de la peur a été tombé, sauté, ça c'est très important. Il a fait un courage sociétal et social dans toutes les couches sociales. Et chez les jeunes, les moins jeunes, ça c'est très important. C'est-à-dire, la société est prête maintenant à avancer, parce qu'il n'y a pas de peur. Certes, le régime guette pour monter un autre mur, ça c'est sûr. Mais l'ancien mur, je pense qu'il a tombé. Deuxième chose positive dans ce Hirak, il est devenu en quelque sorte, il a créé ce que j'appelle l'intelligence commune. C'est-à-dire il y a toute génération confondue. C'est pas, on parle que les jeunes, c'est les jeunes qui partent dans le Hirak ou dans la rue. C'est pas vrai. C'est pas uniquement les jeunes. Les femmes, les jeunes, les moins jeunes, et aussi toute couleur politique. Et ça c'est très important. Il a créé cette intelligence commune. Et le passage de l'intelligence politique, l'intelligence de réflexion d'une génération à une autre. Et ça c'est très important. Ceci dit, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Résultat, ça c'est très important. Quand on dit que la société a fait sauter le mur, a créé une intelligence commune, ça c'est très important. Mais l'issue, on va où? Certes, le pouvoir, le système ne veut pas lâcher. Il est sorti par la porte, il veut rentrer par la fenêtre, comme dit l'expression. Et ils sont là. Mais la société n'a pas cédé jusqu'à maintenant. Ils veulent créer des élections, je ne sais pas comment, avec les mêmes gueules, excusez-moi le mot, avec les mêmes gueules politiques de l'ancien régime. Tous ceux qui ont été en quelque sorte les facteurs et les éléments de la faillite de l'Algérie pendant 20 ans, ils se présentent maintenant pour les élections présidentielles. Ça c'est très dangereux. Mais je pense que à mon sens, il n'y aura pas des élections. Ils ont refusé. Il y aura une autre direction qui va. On va revenir peut-être
à une période de, comment on appelle, de transition, une transition qui nous donne un petit peu le temps de réfléchir sur une institution, une autre institution, et puis aussi, parce qu'aujourd'hui, si on fait les élections, on aura un président de l'ancien système, il va mettre exactement la constitution à sa taille. Mais je pense qu'il y a encore une lutte de la part de la société. Oh non, Chad, c'est la plus petite lectrice elle a 12 ans, c'est la plus petite, mais je crois que non, je crois qu'il faut arrêter. Chad, je suis désolée. C'est pas une question, c'est pas une réflexion, c'est une demande que j'adresse aussi bien à Amin qu'à Rachid. Le drame entre nos 3, 4, 5 pays maghrébins, précisément, c'est qu'on ne peut pas dire à Rachid Boujdara au Maroc si on ne passe pas par Paris. Et on ne le lit pas, je ne sais pas quel Marocain, si on ne passe pas par Paris, ou la Amin, ou la Amin. Et donc, si vous pouvez dire aux éditeurs de s'entendre entre eux, vous avez une magnifique maison, je pense que vous êtes édité les deux chez Barzakh et qui fait un travail formidable, mais qu'ils se mettent en relation binatoum et qu'ils ramènent des bouquins de vous ici, qu'ils prennent des bouquins d'ici, qu'ils les emmènent là-bas et qu'on puisse, voilà, arrêter ces trucs. Merci beaucoup Younes, merci. Très mal. Chofi, on n'a pas de livre, des deux auteurs. Mais demain, il y en aura la conférence à Babirli d'abord. Ils viennent de Paris. Là, qu'il y a fait des livres d'Alger. Alors on ira acheter les livres à l'Esplanade. Voilà.